Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cet entretien spécial avec Shamseddine Mohamed Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Bonsoir Monsieur Hafiz. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être là avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors vous êtes recteur de la Grande Mosquée de Paris depuis le 11 janvier 2020. Vous avez toujours été l'avocat de cette institution. Donc la Mosquée de Paris est une véritable institution. L'islam est la deuxième religion en France et avec pas moins de 6% de la population totale qui est français de confession musulmane. Monsieur Hafiz, vous avez été reçu par le président algérien Abdelmajid Tebboune, avec lequel vous avez eu un entretien. Est-ce qu'on peut connaître les principaux axes abordés lors de cet entretien, Monsieur Hafiz? Oui, d'abord, merci pour votre chaîne qui, je crois, est nouvelle. Et donc, je souhaite à la chaîne et à vous merci beaucoup. Longue vie dans ce monde qui est difficile des médias. J'ai été reçu effectivement ce matin par Monsieur le Président de la République qui m'a accueilli, je dois le reconnaître, très chaleureusement. Et nous avons abordé des questions très importantes puisque vous avez parlé de l'islam de France qui est la deuxième religion dans ce pays. Nous avons, la Grande Mosquée de Paris a une histoire très longue et très ancienne avec l'Algérie, et notamment depuis 1981, où les premiers imams détachés ont été envoyés à la Grande Mosquée de Paris, parce qu'il y a un manque flagrant d'imams, de cadres religieux musulmans, et donc l'Algérie avait en 1981 décidé à la fois d'aider la Grande Mosquée de Paris, mais en même temps d'aider, je dirais, la France et les musulmans. La communauté musulmane installée en France, parce qu'effectivement, il y a un manque cruel d'imams. Et donc, aujourd'hui, la Grande Mosquée de Paris reçoit dans son ensemble 120 imams détachés qui sont désignés par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Et donc, la dernière promotion, je l'ai reçue au mois de septembre, début septembre, de 57 imams. Et le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé au mois de mars 2020, au cours d'un discours très important à Milouz, où il a dit qu'on ne peut plus aujourd'hui continuer à accepter des imams qui viennent de l'étranger, donc fin des imams détachés. Et à ce titre-là, j'ai posé la question au président de la République, Abdelmajid Tebboune, sur que va devenir, je dirais, la Grande Mosquée de Paris sur cette question d'imams détachés. Donc on a échangé sur ce point. On a abordé une deuxième question qui est la formation des imams, puisqu'il y a un institut à la Grande Mosquée de Paris qui s'appelle l'Institut Al-Razali. Cet institut forme des imams, et à mon arrivée, j'ai modifié le programme de formation qui était de 5 ans, donc je l'ai réduit à 3 ans. Et j'ai essayé de travailler de plus en plus ce programme. Et donc, nous avons une nouvelle formation, un nouveau cursus qui a démarré le 5 octobre 2020. Donc, c'est important, cette formation d'imam, parce que nous allons essayer, au niveau de la Grande Mosquée de Paris, je dirais, de pallier le départ donc, de ces imams détachés. Et nous avons besoin, je dirais, d'imams, parce que, je dois le dire, les imams détachés d'Algérie sont des imams de très très bonne qualité, qui ont une très bonne formation religieuse, qui encadrent extrêmement bien les fidèles musulmans algériens, mais de manière générale les musulmans qui viennent dans nos mosquées. Et à ce titre-là, je voulais remercier Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune sur cette qualité d'imam. La troisième question que nous avons évoquée ensemble, c'est la question de la prévention de la radicalisation. C'est quelque chose de très important. Le président, lorsqu'il m'a déjà reçu au mois de janvier 2020, a attiré mon attention sur le fait qu'il fallait absolument essayer, au niveau de la Grande Mosquée de Paris, de prendre des mesures pour prévenir la radicalisation. C'est un fléau important qui touche à la fois l'Europe, mais qui touche également l'Algérie et les pays du Maghreb de manière générale. Et donc le président de la République m'a dit que de toutes les manières, il fallait absolument mettre en œuvre des mesures de prévention pour que les jeunes Algériens qui sont en France, qui doivent absolument s'éloigner de ce type, je dirais, de dévoiement, parce qu'en fait, c'est la radicalisation, l'islamisme sont des questions qui aujourd'hui, nous le savons tous, ne sont pas véritablement notre religion, c'est des idéologies politiques qui sont là pour accaparer le pouvoir.
Et à ce titre-là, le président regarde avec énormément d'intérêt ce qui se passe en France, au sein de la communauté algérienne. Et il veut absolument aujourd'hui trouver les moyens de prévention de notre communauté pour éviter, je dirais, ces dérapages et ces voies qui sont en fait des voies totalement, je dirais, dévoyées, qu'il faut absolument y mettre un terme. Et justement, à ce propos, donc l'État algérien a toujours mis un point d'honneur pour soutenir l'essor de la grande mosquée de Paris et doter la communauté donc musulmane algérienne d'un cadre adéquat pour pratiquer leur culte dans le respect des principes républicains. Monsieur Hafiz, quel est le rôle essentiel de la grande mosquée de Paris dans la promotion à proprement dit d'un islam tolérant, ouvert sur le monde, en accord avec les grands principes de la civilisation arabo-islamique, notamment au regard de la recrudescence des actes terroristes en Europe et au Sahel, monsieur Hafiz? Alors, écoutez, d'abord, l'Algérie aide financièrement la Grande Mosquée de Paris. Il y a un budget alloué à la Grande Mosquée de Paris qui est voté par la loi de finances. Donc, il y a actuellement à l'Assemblée nationale algérienne, l'Assemblée populaire nationale, qui, en fait, examine la subvention donc, qui est accordée, qui est allouée à la Grande Mosquée de Paris dans le chapitre du ministère des Affaires religieuses et des Waqf, qui est important pour nous parce que nous arrivons effectivement à recruter des imams. Nous avons aujourd'hui 41 imams qui ont été recrutés sur place grâce à la générosité de l'État algérien pour effectivement que nous menions véritablement une campagne aujourd'hui de contre-discours qui est important aujourd'hui d'expliquer non seulement aux jeunes mais à la société française, comme vous avez dit, la description de notre religion. Notre religion n'est pas une religion, je dirais, de violence, n'est pas une religion de retrait, d'exclusion. Bien au contraire, nous savons pertinemment qu'il y a des versets coraniques qui disent que nous devons aujourd'hui avoir ce lien de fraternité, d'humanité envers les autres, pas uniquement envers notre communauté. Et ça, c'est le message que je dois absolument porter pour dire que l'islam algérien, notre islam ancestral, a toujours été un islam de solidarité, de fraternité, d'humanité. Il ne faut pas aujourd'hui que les non-musulmans et que les Français regardent la communauté algérienne avec, je dirais, perplexité, éventuellement appréhension ou suspicion. C'est important pour moi de transmettre ce message. Est-ce que justement, étant établi en France, est-ce que vous sentez que là-bas, il y a un amalgame entre musulmans et intégristes? Écoutez, déjà, quand on parle de l'islam de manière générale, on le regarde toujours sur le prisme soit de l'identité nationale, soit de l'immigration, soit de la guerre d'Algérie, parce qu'il y a encore des questions sur la guerre d'Algérie, sur la mémoire, qu'il faut prendre à bras-le-corps et en parler. C'est important. Mettre la poussière sous le tapis, ça n'arrange jamais personne. Et donc, ces questions sont essentielles pour nous. Et donc, si l'islam, aujourd'hui, nous arrivons à montrer que l'islamisme, que cet extrémisme ne peut aujourd'hui être que mal vécu par les Algériens sur place en France, il faut aujourd'hui l'enseigner et, s'il le faut, le répéter à satiété pour montrer que cette religion est une religion de paix. Tout à fait. Et la France donc connaît dernièrement un climat pour le moins délétère, Monsieur Hafiz, qui se détériore à vue d'œil, notamment à l'approche d'une échéance électorale capitale. Nous constatons à ce propos une libération de la parole xénophobe, particulièrement islamophobe, arabophobe. Elle est portée de manière assumée, de manière décomplexée par deux candidats, notamment, je citerai le polémiste Éric Zemmour ou le Front National de Marine Le Pen. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation actuelle est inquiétante, notamment pour la communauté musulmane établie en France? Alors, c'est pas nouveau. Ça ne veut pas dire que je banalise. Ce n'est pas nouveau parce que toutes les échéances de ces 10 dernières années, que ce soit l'élection présidentielle, que ce soit les municipales, toute élection qui se déroule en France fait que les candidats se laissent aller. C'est facile de faire de la démagogie, de faire du populisme. Donc, taper sur un Algérien, taper sur un musulman, c'est devenu un argument de campagne. C'est devenu un argument de campagne. Donc, aujourd'hui, il faut absolument ne pas se laisser faire. Et c'est pour cela que moi, sur plusieurs plateaux de télévision en France, j'ai appelé les Algériens, les ressortissants algériens, tous les musulmans, de jouer leur rôle de citoyens. Il faut absolument que nous allons voter. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, 6%, c'est important. Donc, il faut aujourd'hui que nous jouions ce rôle démocratique qui nous est demandé, au lieu de s'abstenir, au lieu de ne pas aller au vote,
il faut le faire. C'est la seule manière, dans un état de droit comme la France, où nous pouvons absolument aller marquer notre désapprobation sur ce type de discours. Alors, excusez-moi, mais Éric Zemmour, moi, je l'ai traité de plaisantin, parce que c'est un vrai plaisantin. C'est un polémiste. On voit aujourd'hui qu'il n'est pas véritablement un candidat sérieux, mais effectivement... Mais il est soutenu. Il est soutenu, mais en même temps, il banalise le racisme, il banalise, comme vous avez dit, l'islamophobie, il banalise les attaques qui sont menées contre les Algériens, contre les Arabes, contre les musulmans de manière générale, et ça, c'est dangereux. Parce que le fait qu'un candidat, je dirais tout son programme, tourne en fait autour du rejet de l'autre, du rejet de l'étranger, du rejet... racisme finalement. C'est du racisme pur et dur, et pour cela, il faut que nous, on puisse s'organiser. Pour moi, c'est quelque chose... Nous devons relever ce défi. Et ces échéances électorales nous montrent que nous devons absolument faire en sorte de combattre de manière démocratique ces candidats et ce plaisantin en particulier. Et sans transition, Monsieur Hafiz, on va parler d'un autre sujet, de deux médias français sérieux, en l'occurrence Le Point et Le Parisien, qui ont dernièrement révélé que le Conseil français de culte musulman, le CFCM, dirigé par le Marocain Mohamed Moussaoui, serait infiltré par les services de renseignement marocains. Écoutez, c'est une affaire grave qui nécessite, je dirais, des explications. Aujourd'hui, je pense qu'un journal comme Le Point est un journal sérieux, mais moi également, je veux être sérieux. J'attends des explications, j'attends des précisions. Je ne veux pas jeter comme ça l'opprobre sur un homme que je connais par ailleurs, mais j'attends des explications parce que les enjeux sont importants. Et l'affaire de M. Moussaoui, en fait, elle nous touche à tous. Oui. Parce que ça montre que la situation de l'islam, des musulmans, de l'organisation des musulmans en France, elle est importante. Et le fait aujourd'hui qu'on pointe du doigt un président actuel du Conseil français du culte musulman, c'est inédit, c'est une question importante qu'il faut résoudre absolument, il faut qu'on trouve des solutions. C'est pour cela que moi j'ai continué à avancer, c'est pour ça que j'ai continué à essayer de mettre en place ce Conseil national des imams, c'est pour cela que j'ai démissionné du Conseil français des cultes musulmans, parce que c'est vrai qu'il y avait, je dirais, un climat délétère qui ne me permettait pas de continuer à assumer mes fonctions de recteur de la Grande Mosquée de Paris, et j'ai préféré me retirer de cette organisation pour essayer d'avancer sur ce que je pense être important. Absolument. Et en tout cas, l'information qu'on a, j'ai noté que l'espion est un agent secret marocain qui serait soupçonné d'avoir tenté d'influencer en faveur de la politique marocaine la pratique de l'islam en France à travers son rôle présumé d'agent traitant du président du CFCM, Monsieur Hafiz. Écoutez, moi je pense que j'ai un lien fort avec l'Algérie. Puisque je vous disais tout à l'heure qu'il y a une subvention, qu'il y a des imams détachés. On m'a fait plusieurs procès d'intention sur cela, que les imams détachés algériens étaient des fonctionnaires de l'État algérien. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons montré, je dirais, toute la surface de la Grande Mosquée de Paris, que ce soit au niveau de parisien ou au niveau régional, parce que nous avons plusieurs mosquées à travers tout le territoire français. À aucun moment, nous n'avons essayé d'user de l'influence des imams ou de la Grande Mosquée de Paris pour essayer de faire de la politique étrangère. Moi, pour moi, je suis en France, je suis recteur de la Grande Mosquée de Paris, il y a une politique extérieure, étrangère qui est menée par un ministre des Affaires étrangères. Je n'ai pas à me mêler de diplomatie ou d'affaires étrangères. En tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, j'essaye, parce que vous m'avez dit quelle était votre mission essentielle. D'abord, la mission d'une mosquée, c'est de recevoir les fidèles pour qu'ils puissent, je dirais, exercer leur rite dans des conditions bonnes, qu'ils aient une salle d'ablution. Là, je viens de réouvrir la salle d'ablution pour les hommes et bientôt pour les femmes, qui est magnifique. J'en ai fait un point d'honneur parce que j'estime que lorsqu'un musulman traverse la porte de la Grande Mosquée de Paris pour venir faire ses prières, je veux qu'il fasse sa prière dans de bonnes conditions. Pour le reste, montrer d'abord l'islam, parce qu'on a beaucoup, je dirais, défiguré notre islam. L'islam, je dirais, de la civilisation, son histoire, ce que l'islam a apporté à l'humanité. C'est également mon rôle, et c'est pour cela que, dès mon arrivée, j'ai créé un Conseil supérieur des sciences et de la culture de la Grande Mosquée de Paris, qui est présidé par le professeur Ahmed Djebbar, qui est un ancien ministre de l'Éducation nationale algérienne, pour montrer que, voilà, il y a deux jambes. Donc,
je dirais, le cultuel, le culturel. Et puis, je suis en train de mettre en place au niveau de l'école nationale Ibn Badis que j'ai installée il y a quelques mois de cela. Nous faisons des cours de calligraphie, nous faisons des cours d'enluminure, nous faisons aujourd'hui, on a commencé à faire le travail de la mosaïque. Tout cela, c'est pour montrer que l'islam a été une très grande civilisation et elle reste une grande civilisation. C'est un peu de cette manière que nous pouvons véritablement, je pense, convaincre les non-musulmans et notamment la société française que l'islam peut apporter quelque chose de positif à la France. Monsieur le recteur, vous parliez des imams. Justement, après beaucoup de manœuvres, les autorités françaises, par la voie justement du CFCM, encore une fois, ont pris la décision de suspendre toute coopération avec l'étranger sur les imams, précisément les Turcs, les Marocains et les Algériens. Selon vous, quelles sont les motivations qui président cette décision, hein, Monsieur Hafiz? Moi, je crois qu'il y a 2 points qui sont importants, et notamment ceux de la Turquie et du Maroc, c'est plutôt des décisions politiques. Concernant l'Algérie, comme je vous l'ai dit, il y a des relations très anciennes entre les 2 pays, et je ne crois pas que ça soit motivé par, je dirais, autre chose que une simple gestion. Pour le français moyen, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, le français moyen ne peut pas comprendre que notre culte musulman, qui est important, soit aujourd'hui dirigé, représenté par des imams qui viennent de l'étranger. Alors moi, j'essaie d'apporter des explications. D'abord, il y a une vraie proximité entre l'Algérie et la France. C'est important. Et donc, les imams, s'ils viennent d'Algérie, il n'y a aucune conséquence sur le plan politique pour les Français. Il y a aujourd'hui, je dirais, l'Algérie est magnanime à ce niveau-là, puisque elle met à sa disposition, à la disposition de la Grande Mosquée de Paris, des imams qui sont formés en Algérie, qui sont des fonctionnaires de l'État, qui auraient pu occuper des fonctions dans des mosquées. Une telle décision, elle est politique, bien évidemment. Le président Macron l'a dit, mais je pense que nous allons négocier, nous allons trouver des solutions. Mais il faut se mettre également à la place du président Macron, qui doit également, je dirais, s'adresser aux Français pour leur expliquer comment l'islam de France est en train de se construire. Et à ce titre-là, bien évidemment, il a décidé qu'il n'y aura plus d'imams détachés. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de relations entre la France et l'Algérie sur cette question. On va trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, former un imam en France est très compliqué. Il n'y a pas de statut. Même l'étudiant, c'est-à-dire que moi, j'ai aujourd'hui 149 étudiants à l'Institut Al-Razali, et ces étudiants, malheureusement, ils n'ont pas la carte universitaire, ils n'ont pas la possibilité d'avoir leur transport à tarif d'étudiants, etc. Et donc, moi, je suis en train de faire en sorte pour qu'ils puissent s'inscrire dans des universités pour pouvoir avoir le statut d'étudiant. C'est un travail de longue haleine qui, aujourd'hui, nécessite au moins une dizaine d'années pour préparer les choses. Et l'Algérie, le président de la République me l'a rappelé encore aujourd'hui, est tout à fait prête pour aider, pour participer activement à aider, je dirais, les pouvoirs publics français à installer un vrai islam de France. Vous savez quelle date nous sommes aujourd'hui, Monsieur Hafiz? Nous sommes le 9 décembre, c'est la journée nationale de la laïcité en France, la date également commémorative de la promulgation de la loi 1905 de séparation des églises et de l'État. Pensez-vous que cette loi constitue encore un cadre adéquat au vu du contexte actuel? Oui, parce que la loi du 9 décembre 1905 est une chance pour l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam est la dernière religion à s'être installée autour de la table de la République. S'il n'y avait pas de la laïcité, alors la laïcité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pouvoirs publics mettent tous les cultes à équidistance. Il n'y a pas de préférence pour un culte au détriment d'un autre. Nous avons le culte catholique. Il ne faut pas oublier que la France est la fille aînée de l'Église. Donc vous imaginez, je dirais, l'enracinement catholique dans ce pays. Mais malgré cela, nous musulmans, nous l'islam, nous sommes à égalité avec le culte catholique, le culte israélite, le culte protestant. Et je trouve que c'est important. Et donc, il ne faut pas avoir peur de cette, je dirais, cette laïcité. Bien au contraire, je pense que la laïcité nous a permis... Aujourd'hui, il y a à peu près 2500 lieux de culte en France. 85% des mosquées et des salles de prière qui ont été construites en France l'ont été grâce à la générosité des fidèles, qui sont, comme vous le savez quand même,
une catégorie sociale assez défavorisée. Mais pour vous dire aujourd'hui que la laïcité nous a beaucoup aidés, parce que nous avons aujourd'hui des salles de prière. Nos imams, lorsqu'ils prêchent sur le minbar, personne ne peut leur interdire de dire une chose ou cette expression, elle est totalement libre. Bien évidemment qu'il y a des règles. Si l'imam qui monte sur le minbar pour faire son prêche et qui a des discours, je dirais, de haine, des discours d'exclusion, etc., bien sûr qu'il y a l'ordre public et l'atteinte à l'ordre public qui fait que l'imam va commettre une infraction. Mais sinon, il a toute la liberté de parler. Vous ne pouvez pas savoir la liberté qui existe, notamment à la Grande Mosquée de Paris, en termes de discours, en termes de relations avec les fidèles. Et donc cela, pour moi, c'est vraiment un bien précieux. C'est pour cela que moi je dis, de grâce, laissez-nous cette loi de 1905. La loi de 1905, contrairement à ce qu'on dit, c'est quand même une loi de liberté culturelle. Oui, les pouvoirs publics comment dire, ne financent pas, ne participent pas à la vie financière des cultes, mais en même temps, nous avons toute la liberté. Liberté dans un cadre organisé, c'est pas l'anarchie. Et je trouve que, contrairement à ce qu'on peut dire pour l'islam, moi je trouve que la laïcité et l'islam s'entendent très bien, parce que notre religion, et moi je l'ai encore vérifié pendant la pandémie, où je dirais notre dogme, notre rite est extrêmement, je dirais, flexible. Il s'adapte à la situation. Est-ce que vous pensez que si la France a un nouveau visage, que si la France est demain présidée par un candidat d'extrême droite, ça restera un pays laïque? Écoutez, d'abord, là, vous émettez une hypothèse d'école qui, à mon avis, n'aura pas lieu. On ne peut pas aujourd'hui, dans un pays comme la France, qui a quand même des règles démocratiques très importantes, le discours raciste fait plaisir au début, parce qu'il touche là où ça fait mal, bien évidemment. Mais je suis persuadé que les candidats sérieux, c'est eux qui seront, il y en aura un ou une, mais je suis persuadé que ce sera un ou une sérieux candidats qui seront élus. Ceux qui parlent d'exclusion, notamment de racisme, et surtout contre l'Algérie, je considère qu'ils font fausse route, notamment Éric Zemmour. Moi, je pense qu'il a une histoire extrêmement lourde, extrêmement douloureuse pour lui, parce qu'à chaque fois qu'il s'exprime, il cite l'Algérie, parce que c'est un enfant de l'Algérie. Oui. Et donc, pour cela, moi, je n'ai vraiment pas peur de l'avenir. Je sais qu'il y aura un président qui sera élu et qui saura véritablement relever les défis, et notamment de la relation entre l'Algérie et la France, parce que la relation entre l'Algérie et la France est extrêmement importante. Et justement, en parlant de relation entre l'Algérie et la France, la Grande Mosquée de Paris est l'un des piliers de la coopération algéro-française, vous le savez. Quel est votre regard sur l'état actuel et l'avenir de ces relations historiquement chargées et particulièrement complexes, Monsieur Hafiz? Vous savez, moi je compare souvent l'Algérie et la France à un couple qui s'aime, mais qui en même temps vit avec passion sa relation. Donc des fois... C'est « je t'aime, moi non plus ». Je t'aime, moi non plus, absolument. C'est cette relation que moi je trouve particulièrement importante. Même ici, moi je remarque que même les jeunes Algériens qui n'ont pas connu la guerre d'Algérie, qui n'ont pas connu cette histoire tumultueuse entre l'Algérie et la France, mais quand on leur parle d'un Français, quand on voit sur Internet, quand on suit les films, quand on a cette relation assez particulière avec la France, et je suis persuadé, la preuve en est, c'est qu'il y a une très forte communauté algérienne et qui se sent très bien. Les avions entre Alger, Paris et les autres villes des deux pays montrent qu'il y a une relation intense. Donc, raison gardée, il ne faut pas tomber dans la précipitation. Il y a de temps en temps des échauffourées, mais je crois que la relation est pérenne, qui continue à exister, qui ne se cassera jamais, bien au contraire. Même avec un président qui change de discours à chaque fois? Écoutez, il change de discours parce qu'il faut voir à quel moment il a prononcé telle ou telle phrase. Vous savez, je pense que vous le savez, parce que vous avez un sourire un peu entendant vis-à-vis de voix. Moi, j'ai effectivement relevé, je dirais, la gravité des propos du président Macron, notamment lorsqu'il parle, je dirais, de la nation. Il a, et je l'ai dit, sur un plateau français à France 24, où j'ai dit qu'on ne peut pas accepter ce type de négationnisme. J'ai même été un peu loin dans la démonstration. Est-ce que le président Macron aurait imaginé faire une remarque de ce type
aux États-Unis, au moment où l'Amérique nous fait perdre 60 milliards aux Français, ils n'auraient pas pensé à dire que la nation américaine n'existait pas. Donc ces petites attaques contre l'Algérie montrent quand même, et moi je suis persuadé que le président Macron a une attention particulière, je dirais même une affection particulière vis-à-vis de l'Algérie. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Hafiz. Je vous laisse le mot de la fin. Votre caméra, c'est celle-ci. Si vous avez un message à adresser à la communauté algérienne qui vous regarde à l'étranger ou aux Algériens de l'Algérie. Moi, ce que je voudrais dire aux Algériens qui vivent en France, d'abord, vous êtes tous des représentants. Nous sommes tous des ambassadeurs de notre pays, l'Algérie. Il faut voir les choses avec, je dirais, avec fierté. Nous sommes un pays fier, un pays à principe, qui ne rompt jamais. Nous sommes un peu comme le roseau qui plie peut-être, mais qui ne se brise jamais. Soyons fiers de notre relation. Et pour les Franco-Algériens, je suis Franco-Algérien, je trouve que aimer à la fois l'Algérie et la France, c'est possible. Moi, je suis issu d'une famille nationaliste algérienne. Mon frère aîné est mort pour que vive l'Algérie. Mais en même temps, j'ai fait mes études ici, je suis devenu avocat ici. Je dois tout à mon pays d'origine, l'Algérie. Mais en même temps, j'ai travaillé en France. Je suis aujourd'hui recteur de la Grande Mosquée de Paris, fonction extrêmement palpitante, difficile, compliquée. Et aujourd'hui, j'aime les deux pays de la même manière. Et je trouve que nous devons tous, en tant qu'Algériens, être les ambassadeurs de ces deux pays, parce qu'ils sont, ces deux pays, amenés à s'entendre comme le père et la mère que nous avons. Et sur ces belles paroles, je vous remercie, Shamseddine Mohamed Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, d'avoir répondu à toutes nos questions. J'aime bien quand vous m'appelez par mon deuxième prénom, Mohamed. Parce qu'en France, souvent, on enlève mon deuxième prénom, Mohamed. Pour eux, Shamseddine, c'est déjà très long. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis et très belle soirée sur Al 24 News.